Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Monsieur Murmure. Après l'analyse complète des 2 premiers épisodes de Game of Thrones, on poursuit aujourd'hui avec l'épisode 3. Ici, pas de résumé rapide. Chaque scène est décortiquée pour révéler les symboles, les fractures invisibles et les vérités qu'on préfère taire. Si ce format vous plaît, pensez à liker, à partager vos propres lectures en commentaire et à vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. Ned arrive à Port-Réal. Le Nord entre dans la fournaise. L'air est lourd, saturé d'or et de regards. À peine arrivé, Maître Pycelle le convoque. Pas le temps d'ouvrir les yeux, déjà les devoirs tombent. À Port-Réal, on ne s'installe pas, on s'engloutit. Ned avance dans la salle du trône. Là, au pied des marches, Jaime Lannister l'attend. Adossé, sûr de lui. Il sourit, trop à l'aise, trop conscient de son éclat. La provocation est dans la posture. Il n'a pas besoin de combattre. Il s'exhibe. Jaime le toise. Le roi chie, la main essuie. Sous le vernis d'humour, du mépris. Et sous le mépris, un jeu plus ancien. Celui de 2 hommes façonnés par la guerre, mais divisés par la morale. Ned ne répond pas. Son silence pèse plus que la réplique. Dans ses yeux, une violence froide, contenue. Celle d'un homme qui n'a jamais eu besoin d'être vu pour être respecté. Ici pourtant, le silence ne protège plus. Il condamne. Ce face-à-face dit déjà tout. Ned est un étranger ici, un homme d'hiver, dans un monde de faux soleil. Et dans un monde d'apparence, ceux qui brillent font la loi, ceux qui tiennent la paix. Dans la salle du conseil, les masques se multiplient. Lord Varys salue Ned avec des mots doux, trop doux. Chaque flatterie cache une oreille. Il n'offre pas sa loyauté, il évalue son utilité. À sa droite, Renly sourit. Peut-être sincère, ou simplement trop jeune pour dissimuler encore. Baelish entre à son tour, l'œil vif, le sourire tranquille. Il rappelle à Ned que les cœurs et les dettes se comptent à la même table. Le roi n'est pas là, le conseil commence sans lui. Déjà, la structure chancelle. L'ordre n'est plus qu'un souvenir, le pouvoir une façade. On annonce un tournoi pour célébrer la nomination de Ned. Fête, faste, dépense, l'illusion du pouvoir. Ned découvre les chiffres, des dettes, des gouffres. La couronne vit au crédit des Lannister. Le royaume se construit sur l'argent de ceux qu'il devrait craindre. Et l'honneur du Nord s'étrangle devant la légèreté du Sud. Le roi dépense l'avenir comme on jette les dés. Ici, on ne gouverne pas, on négocie, on ment, on rit de ceux qu'on détruit. Et dans ce rire-là, l'honneur n'a pas de place. Ned entre dans la politique comme on entre dans une cage. Il croit tenir les clés, mais la porte vient de se refermer derrière lui. Dans les appartements royaux, le silence est feutré, presque sacré. Seule la voix de Cersei y résonne. Elle parle bas, mais ses mots pèsent plus que le fer. Joffrey, assis, le bras tendu, grimace sous les soins qu'elle applique. Une simple plaie, mais une blessure d'orgueil. Et chez lui, l'orgueil saigne plus que la chair. Sa mère ne pense pas à une coupure, elle façonne un héritier. Ses gestes sont précis, méthodiques. Comme si elle sculptait son fils dans
dans la cire, encore tiède. Elle parle de ce qu'il s'est passé, de cette histoire qui a mal tourné, et qu'il faut désormais réécrire. Pour Cersei, la vérité n'existe pas. Seule compte la version qu'on impose. Elle lui apprend qu'un roi ne dit pas la vérité, il la crée. Elle lui enseigne que la justice est un outil et que la mémoire du peuple est malléable, aussi souple que la peur qu'on lui inspire. Le garçon l'écoute, sans tout comprendre, mais déjà, ses traits se ferment. L'enfant qu'il était se dissout dans les mots de sa mère. Cersei ne le soigne pas, elle le dresse. Joffrey doute un instant. Il parle du mariage avec Sansa, du Nord, de ce peuple rude et distant. Il ne veut pas plier devant eux. Il veut qu'ils s'inclinent. Cersei approuve, toujours. Elle suit son raisonnement, non pour le corriger, mais pour le renforcer. Elle lui fait croire qu'il pense seul, alors qu'elle trace le chemin de ses pensées. C'est là sa plus grande force, faire naître l'orgueil dans la dépendance. Cersei sait que l'histoire est un poison. Plus on la corrige, plus elle se fige. Elle transforme le mensonge en devoir et le devoir en légende. Tout ce qui n'est pas eux devient menace. Tout ce qui contredit leur récit devient trahison. Sous ses doigts, Joffrey se transforme. L'enfant s'efface. Le futur roi prend forme. Rigide, cruel, convaincu d'avoir raison. Et dans ses yeux se lit déjà la pire des certitudes, celle d'un pouvoir sans conscience. Autour de la table, les Stark ne se parlent plus vraiment. Chacun cherche sa place dans un monde qui ne leur en laisse aucune. Arya fixe son assiette, le regard bas, pleine de colère, de questions, trop vivante pour se taire. Sansa, elle, regarde ailleurs, vers un trône, un prince, une promesse. L'une veut comprendre, l'autre veut plaire. Un fil invisible sépare désormais ces filles. L'amour ne suffit plus à les réunir. Arya éclate. Sa voix brise la table. Elle parle fort, trop fort. Elle ne supporte plus l'hypocrisie, ni les sourires forcés. Chaque mot sonne comme un acte de résistance. Sansa répond, blessée, hautaine. Agrippée à ce fiancé doré, elle ne voit pas la prison derrière les ors. Elle préfère l'illusion à la peur. Ned tranche. Arya est renvoyée. Sansa apaisée. Mais ces mots n'ont plus de prise. Il tend une poupée, un geste sincère, un cadeau venu d'un autre temps. Celui où l'amour suffisait à tout réparer. Mais Sansa détourne les yeux. Elle n'en veut pas. Elle n'est plus une enfant, ou plutôt, elle croit ne plus l'être. Ned comprend sans le dire. Ce n'est pas un refus, c'est un adieu. La poupée qu'elle rejette, c'est l'enfance qu'elle enterre. Ici, on ne devient pas adulte, on le devient malgré soi. Ned reste seul face au vide. Il a combattu des rois, mais la guerre silencieuse entre ses filles le blesse davantage. Élever un enfant est devenu un acte de foi. Ned découvre qu'il est plus facile de manier une épée que de réparer un cœur. Dans le calme de sa chambre, devant elle, l'épée. Fine, légère, presque trop pour ce monde. Elle ne joue pas, elle s'arme contre l'injustice, l'impuissance, tout ce qui l'empêche d'exister. La porte s'ouvre, Ned entre. Aiguille, un cadeau venu du Nord, porté dans le secret.
Une arme, oui, mais surtout une boussole. Ne crie pas, il observe. Il sait que l'enfance parfois se protège avec des armes trop grandes. Le silence s'installe. Arya baisse les yeux. La culpabilité la traverse. Mika, simple garçon, non effacé par un caprice royal. Elle murmure sa colère contre un monde où la vérité se punit et où les coupables portent des couronnes. Ned l'écoute, les mains jointes, le visage fatigué d'un homme qui sait que la justice protège mal les innocents. À Port-Réal, même les jeux d'enfants se terminent en exécution. Il lui parle doucement de Sansa, de la peur, de ceux qu'on accepte pour survivre. Ici, la loyauté est une arme, la division, une condamnation. Les Stark doivent rester unis, même dans le doute. Le danger naît entre ceux qui cessent de se comprendre. Arya relève la tête. Dans ses yeux, la douleur devient promesse. Elle ne le sait pas encore, ce qu'elle veut être, mais elle sait ce qu'elle ne veut plus subir. Ned s'approche, pose une main sur son épaule. Un geste simple, rare, une caresse de père. Il comprend qu'elle ne sera jamais comme les autres. Un jour, cette différence la sauvera autant qu'elle la condamnera. Dans le reflet d'aiguille, il ne voit pas une enfant, mais un futur en marche. Le vent souffle à travers les tours. Winterfell respire encore, mais son souffle est plus court. Ce n'est pas la paix, c'est une attente. Une veille silencieuse dans une maison où le rire s'est tu. Bran repose dans son lit. Son corps est immobile, mais ses yeux cherchent encore. Sur la fenêtre, un corbeau s'est posé, noir, immobile. Son cri fend la chambre, court et sec. Bran tourne la tête vers l'oiseau, puis vers la vieille femme assise à son chevet. Vieille Nan, sa voix tremble, comme une braise qui ne veut pas s'éteindre. Parle bas, ancien hiver, ténèbres sans fin, marcheurs blancs, monstres sous la lune gelée. Ici, les contes n'endorment pas. Ils apprennent à ne pas fermer les yeux. Bran l'écoute. Il voudrait croire à des histoires, mais il sait déjà que la peur dit souvent la vérité. La porte s'ouvre. Robb entre, droit, assuré. Le pas calme. Allez dîner. Je veux rester seul avec lui. Elle hoche la tête et s'éclipse. Ses histoires s'éteignent dans le couloir. Robb s'assoit près du lit, pose une main sur le drap, près de celle de Bran. Il ne parle pas. Il attend. Bran rompt ce silence. C'est vrai, ce que Maître Luwin dit pour mes jambes? Robb baisse les yeux, puis acquiesce lentement, sans détourner le regard. Entre eux, le silence retombe. Aucun mot n'adoucit la vérité. Seule compte la présence. Dans le Nord, certaines batailles ne se gagnent pas. On endure. Sur la fenêtre, le corbeau reste vigilant, comme s'il savait déjà que le garçon qui l'observe n'appartiendra plus jamais tout à fait au monde des hommes. Catelyn arrive à Port-Réal par un passage discret. Des hommes sans blason l'escortent en silence, jusqu'au bas quartier. La marche s'arrête devant une maison close. Catelyn lui jette le parchemin au visage. Ver de terre. Baelish, imperturbable, réplique. Personne ne viendra vous chercher ici.
La honte ici protège mieux que l'honneur. Derrière elle, une silhouette apparaît. Varys, doux, attentif, presque révérencieux. C'est lui qui a prévenu Baelish. « Ces petits oiseaux, dit-il, ont rapporté son arrivée et la raison de sa venue. » Catelyn sort le poignard, retrouvé dans le lit de Bran. Celui qui a failli tuer son fils. Baelish se penche. Son regard se durcit. Il reconnaît la lame. Il n'existe qu'un seul poignard de ce genre dans la couronne. Il était à moi. Il redresse la tête. Je l'ai perdu lors du tournoi pour l'anniversaire du prince Geoffrey. Tyrion Lannister l'a gagné. Le silence retombe. Le nom pèse. Catelyn serre les poings. Ici, la vérité n'est pas un fait, c'est une direction. Et chaque pas peut être un piège. Dans les yeux de Baelish, un feu ancien. La rancune devenue stratégie. Catelyn croit trouver un allié. Elle vient peut-être d'entrer dans le jeu. Au mur, le vent mord sans choisir. Il ronge la peau et finit par atteindre le cœur. Ici, les noms perdent leur poids et les légendes s'effacent dans la neige. Jon s'entraîne, trop fort, trop vite. Il frappe comme on frappe un souvenir. Autour, des recrues sans gloire tombent. Sa force isole. En montrant sa valeur, il ne fait qu'exposer leur honte. Dans l'ombre du mur, il le coince. Le froid du métal sous sa gorge lui apprend en un instant qu'il n'est pas invincible. Et soudain, une autre voix s'élève, calme, tranchante. Tyrion. Il n'use pas de force, mais de mots. Quelques phrases suffisent, et la tension retombe. Ici, dit-il, il n'y a ni bâtard, ni seigneur, ni héros. Seulement des hommes qui tentent de survivre à eux-mêmes. Avant de partir, il tend un message. Bran est réveillé. Le soir venu, Jon grimpe les marches du mur. Sous ses pieds, la glace s'étend. Benjen l'attend, regard tourné vers le nord. Jon se tient près de lui, encore persuadé d'être prêt. Benjen le regarde. Il lui dit doucement « Au mur, un homme obtient ce qu'il gagne quand il le gagne. Pas avant, pas parce qu'il le veut, parce qu'il le mérite. » Benjen s'apprête à partir. Une patrouille l'attend, au-delà de la glace. Des rumeurs, des traces, des choses qu'on ne nomme plus. Jon voudrait parler, mais les mots gèlent dans sa gorge. Plus tard, dans la salle commune, Tyrion partage un verre avec un recruteur qui parle d'exilés, de voleurs, de vie qu'on rachète par la servitude. Il décrit les rangs clairsemés. Tyrion écoute, mi-amusé, mi-pensif. Il boit pour se réchauffer. Mais ce qu'il avale, c'est la misère des autres. La porte s'ouvre. Benjen entre. Son regard balaie la salle. Trouve Tyrion. Le ton monte net. Ce n'est pas un lieu de divertissement ici. On meurt lentement pour que d'autres puissent boire au chaud. Le silence s'installe. Tyrion, un instant, ne trouve rien à répondre. Ce n'est pas de la honte, c'est de la lucidité. Benjen salue, puis s'en va, laissant derrière lui un homme qui, pour la première fois, regarde le nord sans rire. Le lendemain, Jon enseigne. La force a cessé d'être un mur, elle devient un pont. C'est la première leçon du mur. La grandeur n'est rien,
si elle n'élève pas les autres. Dans les couloirs du donjon rouge, le pas de Ned résonne trop fort. Ici, tout s'entend. À Port-Réal, le silence est un luxe qu'on n'accorde jamais aux hommes honnêtes. Le grand maître Paisel l'interpelle, courbé, cérémonieux. Un parchemin scellé, une missive du Nord. Cire brisée. Nouvelle de devoir et de distance. Ned lit. Son regard s'assombrit. Le froid, la vérité, la famille. Tout ce qui n'a pas sa place ici. Et devant lui, une voix trop douce, Baelish. Toujours là où on ne l'attend pas. Avec cette ironie tranquille qui cache un piège. Peut-être aimeriez-vous les partager avec votre femme ? Ned le regarde. Ses yeux se durcissent. Ma femme est à Winterfell. Baelish incline la tête, amusé. Vous croyez ? Il marche. Le soleil pèse sur la pierre. La lumière dévoile les ombres. Baelish parle un peu. Son silence est plus dangereux que ses mots. Il s'arrête, tourne légèrement la tête, regard sans hostilité, mais entièrement calculé. Ned sent la manipulation, alors il le saisit par le col et le plaque contre le mur. La colère remonte, brutale, sincère. Baelish étouffe. Sans riposter, il le fixe, comme s'il observait un pion qui s'éveille. Vous êtes un homme bien étrange, souffle Ned. Au-dessus d'eux, une voix claire, Caitlin. Elle est là, à la fenêtre, dans la lumière du jour. Ned lève les yeux, relâche prise. Baelish réajuste lentement son col. Les Stark, sang vif, esprit lent. Ned détourne les yeux vers sa femme. La colère s'éteint, et derrière lui, la lumière du jour semble déjà moins claire. La lumière de Port-Réal filtre par les vitraux, douce, fausse, presque dorée. Dans cette clarté, les vérités se déforment. Caitlin se tient droite. À ses côtés, Ned. En face, Baelish. Souriant à peine, déjà maître du terrain. Baelish écoute, patient, trop calme. Il ne contredit rien. Il installe le doute. Comme d'autres posent un piège. Ce sera difficile à prouver. L'homme qui aurait pu témoigner a été tué par le loup de votre fils. La phrase tombe irrévocable. Aucun témoin. Rien que le soupçon, guidé par une main habile. Caitlin garde la tête haute. Elle croit encore aux alliés, à la loyauté jurée. Il va nous aider. C'est comme un petit frère pour moi. Ces mots sont sincères, mais ici, la sincérité est un luxe que la ville dévore. Ned, lui, se tait. Regard fixe, dur. Il lit Baelish, comme un champ de bataille. Ruse sous le vernis, humilité feinte. Danger réel. Baelish soutient son regard, sourire mince. Il joue aux échecs et vient de placer un pion au centre du plateau. Ned comprend le coup sans pouvoir le contrer. Pas ici, pas encore. Alors il laisse la partie suivre son cours, conscient que, dans cette salle, la vérité n'est qu'un outil de plus. À Port-Réal, on ne cherche pas la justice, on l'utilise. Le calme est revenu, un calme trompeur, né de décisions qu'on ne peut plus défaire. Caitlin s'apprête à repartir. Elle a accompli sa tâche. Prévenir, protéger, témoigner.
À présent, le Nord l'appelle. Et Ned, lui, reste prisonnier du Sud. Dehors, près des chevaux, il se regarde. Dans ses yeux à elle, la foi. Dans les siens, la lucidité. Ils s'aiment, mais ne vivent pas dans le même monde. Elle croit encore que la justice triomphe. Lui pressent qu'elle se paie de sang. Elle sourit, pour conjurer ce qu'elle sent venir. Mais dans ses yeux, il n'y a plus de paix. Ned la regarde longuement. Il sait que cette mission l'enferme dans un jeu sans retour, et qu'il ne verra peut-être jamais celle qui l'a toujours ramené à la lumière. Elle monte à cheval. Il reste immobile. Pas d'adieu chez les Stark. Ils se séparent, chacun portant sa part de silence et de devoir. Leurs chemins se détournent, l'un vers la vérité, l'autre vers la maison. Mais dans ce monde, les deux mènent au même endroit, la perte. La salle est vaste, mais vide d'âme. Le roi est attablé, un verre de vin à la main. Dans ses yeux, on ne lit plus la force, mais l'écho d'un temps disparu. Un vieux compagnon d'armes raconte, voix rauque, les combats d'antan, l'âge où l'acier décidait du destin des hommes. Robert écoute, le sourire éteint. Ces récits ne sont pas des souvenirs, mais des blessures polies en légende. Il se revoit dans la mêlée, le marteau levé, le sang, la gloire, et comprend. Il n'est plus cet homme. La voix s'éteint. Robert se tourne vers Lancel, jeune, lisse, docile. Un page, pas un guerrier. Voilà ce qu'est devenu sa cour. Des mains propres et des cœurs vides. Dans l'ombre du couloir, Jaime, le régicide, un héros sans honneur. Leurs regards se croisent. Robert brise le silence. Régicide! Le mot pèse plus qu'une insulte. Jaime ne bronche pas. Il sourit à peine. Les sourires de ceux qui ne seront jamais absous. Ce n'est plus la voix d'un conquérant, c'est celle d'un roi, prisonnier de sa propre victoire. Un guerrier enchaîné à son trône. Un remplit les coupes, mais n'éteint pas le feu du regret. Ce repas n'est pas un festin, c'est une veillée funèbre. Pas pour les morts, mais pour les vivants qu'ils étaient. Ce face-à-face entre Robert et Jaime oppose deux ruines. L'une du corps, l'autre de l'âme. Robert a gagné son trône, mais perdu sa raison d'être. Jaime a sauvé le royaume, mais perdu son honneur. Dans leurs regards, on lit la même fatigue, celle des vainqueurs que la victoire n'a pas sauvés. La horde avance, long serpent de poussière et de feu. Sous le soleil, les sabots frappent la terre. Daenerys chevauche en tête. Elle ne suit plus le mouvement, elle le guide. Soudain, un cri, un claquement sec. Un Dothraki lève le bras et le fouet siffle. Le cuir frappe le visage. Daenerys tire sur les rênes, se tourne vers Jorah. Lord, arrêtez la horde. Mormont obéit. Les chevaux se figent. Le silence tombe. Ce n'est pas le Khal qui parle, c'est elle. Viserys accourt, étouffé par la chaleur et l'orgueil. Il hurle, ordonne, se dit le dragon. Les guerriers s'arrêtent et regardent. Ils ne comprennent pas les mots, mais ils entendent le ton,
la peur, la faiblesse. Un garde s'avance, fouet en main, et d'un geste sec, enroule le cuir autour du cou du prince et le jette au sol. Le garde lève les yeux vers Khaleesi. « Khaleesi, dois-je le tuer ?» Elle secoue doucement la tête. « Non, il ne doit rien subir. Un ordre, pas un cri, une décision. » La horde observe, et dans son simple refus, elle vient de devenir reine. Viserys se relève, le visage couvert de poussière. La rage aux yeux, il hurle sur Jorah, ordonne de tuer les gardes. Jorah ne bouge pas. Le prince tente de regagner sa monture. Un Dothraki tire sur les rênes et les cartes. Chez les Dothraki, un homme sans cheval n'est plus un homme. Alors il marche, tête basse, comme un esclave sous le même soleil qui consacre sa sœur. Le dragon chancelle. La Khaleesi, elle, s'élève. Cette scène signe la naissance politique de Daenerys. Autorité par la parole et contrôle du rituel. Viserys n'était qu'un nom. Elle incarne l'essence. Le porteur de la lignée change ici à ciel ouvert. La lumière du matin filtre à travers la toile de la tente. L'air est calme. Daenerys est assise. Sa servante la coiffe avec des gestes précis, presque rituels. Elle échange quelques mots en Dothraki. Daenerys bute encore, mais progresse. Son visage est plus assuré. La servante s'arrête. Ses mains glissent vers le ventre. Les yeux s'écarquillent. « Khaleesi, vous êtes enceinte. » Le silence se fige dans la tente. Daenerys pose la main sur son ventre. Pas de peur. Une certitude tranquille. Dans une autre tente, Jorah parle avec un guerrier. Deux soldats qui comparent leur monde. Le Dothraki décrit l'Arak, l'âme courbe, vive, taillée pour fendre l'air. Jorah parle de l'épée du Nord, plus lourde, plus droite, faite pour encaisser et trancher. Deux armes, deux philosophies. Puis les mots changent de ton. Le Dothraki parle de son père, guerrier respecté, mort, l'arme à la main. Jorah, lui, détourne le regard. Il évoque le sien. À demi-mot, un homme d'honneur qui l'a trahi. La servante entre essoufflée. Khaleesi est enceinte. Le souffle de Jorah se suspend. Son regard change. Il se lève. Je dois aller à Qohor. Il s'éloigne avec un secret, et peut-être une trahison à venir. Même ici, au cœur du désert, les ombres de Westeros ne sont jamais loin. Cette scène intime est une bascule silencieuse. Daenerys, encore élève, devient symbole. Portant la vie, elle porte désormais l'avenir d'une dynastie. Mais dans cette lumière douce, un autre feu s'allume, celui du doute. Jorah, partagé entre loyauté et rédemption, révèle que même ici, au cœur du désert, le jeu des trônes n'a jamais cessé. La naissance du futur roi des rois attire déjà les regards de ceux qui trahissent pour survivre. Le soir tombe sur la mer d'herbe. Dans la grande tente du Khal, le vent s'éteint et la chaleur du jour décroît. Le silence devient dense, presque sacré. Drogo ouvre les yeux, tourne le visage vers elle. Son regard la traverse, sans dureté. Ses traits se détendent, un souffle les rapproche, et, pour la première fois, il l'embrasse.
Un baiser simple, grave, sans conquête. Ce geste scelle ce qu'ils deviennent. Non plus une offrande, mais un couple. Daenerys n'est plus l'objet d'un marché, elle choisit. Dans les yeux du Khal, ce n'est plus une enfant, mais une reine en devenir. Sous la couverture, le feu n'embrase plus, il réchauffe. Un lien naît, fait de respect et de destin. Le feu du dragon et la paix du cavalier. Ce moment intime marque la véritable union de Daenerys et Drogo. Le pouvoir change de main sans violence. Elle parle, il écoute. L'amour n'est pas encore dit, mais la confiance est née. La Khaleesi émerge. Dans ce souffle partagé, elle cesse d'appartenir à un frère ou à un peuple. Elle devient source d'héritier, de feu et de volonté. La salle est vide, baignée d'une lumière pâle. Le silence n'est troublé que par un froissement du tissu et un pas d'enfant. Arya avance, curieuse, méfiante. Elle croit venir apprendre à se battre. Elle va apprendre à voir. Un homme s'avance. Syrio Forel. Fin, souple, les yeux vifs. Premier épéiste de Braavos. Pas d'armure, seulement une lame. Fine, comme un souffle. Il la regarde longuement, comme un miroir observe une étincelle. Son accent chante, ses mots dansent. Il parle de la danse de l'eau, un art sans brutalité, où chaque geste est un rythme, chaque coup, respiration. Il lui montre comment tenir la lame, non pas pour frapper, mais pour sentir le mouvement. L'eau ne résiste pas, elle contourne, enveloppe, trouve la faille. Arya écoute, trop sérieuse pour son âge. Elle répète, tombe, se relève, encore. À chaque pas, elle quitte un peu plus l'enfance. Le jeu devient rite, la curiosité, volonté. Derrière la porte, dans l'ombre, Ned observe. Silencieux, bras croisés, le visage fermé. Dans son regard, deux vérités. La fierté et la crainte. Dans cette salle vide, entre l'écho du bois et du souffle, Arya apprend à danser, et au-delà des pas, à survivre. Car, bientôt, seuls resteront debout ceux qui sauront plier sans rompre. Syrio n'enseigne pas l'épée, il enseigne la souplesse, la conscience du monde, la sagesse du mouvement. Il fait d'Arya non une guerrière, mais une ombre. Et Ned, derrière la porte, comprend trop tard. Ce qu'il voulait protéger trouve sa propre voie. Le destin de sa fille s'écrit déjà dans ce premier pas. La nuit s'installe sur Westeros. Les flammes s'éteignent, ne laissant que les ombres de ceux qui croient encore au jour. Ned pense servir la justice. Mais il a déjà mis le pied dans le piège. Catelyn croit détenir des preuves. Mais ce qu'elle tient, ce sont les armes de ses ennemis. Au mur, le froid façonne les âmes. Et Jon apprend que la valeur d'un homme ne se mesure pas à son nom, mais à la façon dont il tend la main. De l'autre côté du monde, le désert s'ouvre. Et dans le ventre d'une jeune femme, un feu ancien s'éveille. Daenerys ne suit plus le destin qu'on lui a écrit. Elle commence à l'écrire elle-même. Et pendant qu'Arya danse, Ned observe, sans savoir qu'il contemple déjà la fin d'un monde. Car chaque pas qu'elle apprend est un pas qu'il n'a jamais fait. Les masques se figent, oui, mais derrière eux, les visages se fissurent. Les vérités se cachent, les pions avancent, et déjà, quelque part, la guerre respire. L'épisode 3 scelle les destinées.
Chacun croit encore pouvoir choisir, mais le jeu a commencé. Les Stark marchent droit, dans un monde qui ne récompense que la courbe. Port-Réal enseigne la ruse, le mur l'humilité, et le désert la renaissance. Dans cet équilibre, la lumière du Nord vacille, et l'obscurité, patiente, ouvre les yeux.